Euh, donc, donc, avant que Marie-Laure n'introduise un peu plus en détail la session, donc Guillaume Perrin, le président de la T2E Île-de-France, va dire quelques mots sur la T2E, puis ensuite Marie-Laure reprendra la parole. Et moi, pour ma part, je me chargerai d'animer, de modérer le fil de conversation pour relayer les différentes questions au fur et à mesure des interventions. Sachant qu'on a plutôt prévu que les questions soient traitées dans 5 minutes après chaque présentation, et que si jamais une question arrive en live et mérite d'être traitée tout de suite, je ferai le modérateur. Voilà. Guillaume, je t'en prie. Pardon, Marie-Laure, tu voulais dire quelque chose? Merci Alexandre. C'était juste pour redonner les petites consignes en fait avant de passer la parole à Guillaume. J'espère que vous voyez bien mon écran. C'est des consignes qui sont habituelles, mais juste je les redonne un peu. Hein. Donc vous pouvez effectivement, comme disait Alexandre, poser vos questions aux intervenants dans le chat. À savoir que cet atelier est enregistré pour le replay et on pourra diffuser après les présentations, les comptes rendus. Surtout, fermez bien vos micros et vos caméras pendant les présentations. Voilà, mais c'est interactif et toutes les contributions sont les bienvenues. Donc maintenant, je passe effectivement, après cette petite partie administrative, organisationnelle, la parole à Guillaume. Mais essentiel effectivement pour un bon déroulé de webinaire. Merci beaucoup Marie-Laure. Un remerciement d'une part à toi Marie-Laure et à toi Alexandre également pour l'organisation efficace de ce webinaire-là. Alors évidemment, vous le savez, on aurait préféré se retrouver en présentiel. Les circonstances actuelles faisaient qu'il était préférable de passer plutôt en distanciel pour ce webinaire-là, cet échange-là autour de la sobriété. Néanmoins, on espère que les échanges seront tout aussi riches et le rappel des consignes de Marie-Laure visait aussi à faciliter cet échange avec la modération bienveillante, évidemment, d'Alexandre et le relais de vos questions. Je suis effectivement président de la T2E Île-de-France. Je suis donc Guillaume Perrin. La T2E, en 2 mots, Association technique et énergie environnement, on rassemble un peu plus de 2400 adhérents sur l'ensemble de la France et on travaille sur un ensemble de thématiques liées à l'approche énergétique qu'on peut avoir, que ce soit sur les énergies renouvelables, l'approche de la maîtrise de l'énergie ou le développement effectivement des différents usages. Je citerai un certain nombre d'exemples de clubs comme le club C2E, le club cogénération qu'on peut avoir, le club biogaz également, et puis des programmes nationaux qu'on va porter en propre à destination des différents membres de la T2E. Je précise qu'on rassemble à la fois du public et du privé et qu'un certain nombre de programmes adressent directement les TPE, les PME, notamment autour de l'ISO 50001, la maîtrise de l'énergie et l'accompagnement au niveau de l'industrie sur la diminution des impacts énergétiques en termes de factures notamment et en termes évidemment d'approche de développement durable qui guide un peu nos actions. On édicte également la revue Énergie Plus à laquelle on vous invite à vous abonner bien entendu. Je suis donc président de la délégation Île-de-France puisque ce webinaire-là, il se situe à Paris en l'occurrence, mais de manière plus générale sur l'ensemble de l'Île-de-France. Je sais qu'on accueille quelques collègues des autres régions. Je les salue bien évidemment. Ce webinaire, il est co-organisé, comme Alexandre l'a dit, comme Marie-Laure l'a rappelé, entre la T2E, que j'ai eu le plaisir de vous présenter, et évidemment l'AREC Île-de-France. Marie-Laure en dira peut-être un mot, mais effectivement, un organisme assez central dans l'animation, dans la dynamique d'échange énergisante, si tu me permettez ce petit mot rapide, entre ces différents membres au sein de la région Île-de-France. Voilà pour dire ces quelques mots de présentation. On a une matinale assez riche en termes d'échanges. La sobriété doit passer l'hiver, c'est plus qu'un titre médiatique, c'est vraiment une volonté, une constance et une nécessité. J'étais encore lundi au ministère avec le ministre Béchu et la ministre Pannier-Runacher qui mettent en avant cette nécessité de travailler sur du long terme sur la sobriété, peut-être pour sur de l'efficacité, en tout cas pour stabiliser les 9 à 10 d'économie d'énergie qu'on a pu faire jusqu'à présent. La sobriété, c'est pendant l'hiver, donc l'hiver prochain qui sera plus complexe que l'hiver qu'on a pu passer, mais aussi et surtout par rapport à l'été qui s'approche, puisque évidemment c'est une dimension multifactorielle à ce niveau-là. Je n'en dis pas plus, je laisse Marie-Laure plus introduire la thématique de ce webinaire-là et je souhaite à tout le monde de très bons échanges. Merci beaucoup. Merci beaucoup Guillaume. Effectivement, alors du coup je vais repartager mon écran, revenir sur le programme de cette matinale AT2E, voilà, organisée aussi
partenariat avec tous les membres de l'AT2E Île-de-France. On aura 3 intervenants ce matin. Donc Vincent Goussin, tout d'abord, qui est chargé de mission bâtiment à la DRIEAT. Donc la DRIEAT, c'est la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports. Vincent qui nous présentera un bilan, une actualité, et nous fera l'actualité aussi du plan de sobriété. Ensuite, ce sera Sarah, donc Sarah Thiriot est sociologue, docteur en sociologie même, et travaille à l'ADEME. L'ADEME a fait beaucoup de travaux sur la sobriété, mais là on aura un angle un petit peu différent ce matin, même si on va présenter aussi, on va revenir sur les scénarios de l'ADEME et on va partir un peu aussi dans les imaginaires. Et puis notre troisième intervenant, c'est Alain Bornarel. Alors Alain Bornarel, on ne le présente plus, hein, ingénieur urbaniste et puis fondateur du bureau d'études Tribu et pas mal de choses. Et en tout cas, qui viendra nous parler de frugalité, même de frugalité heureuse, bien sûr, ce matin. Tout le long des interventions, vous pourrez évidemment poser vos questions dans le chat. Et puis on verra aussi après chaque intervention comment ça se passe. Alexandre nous en parlera. Au niveau de la REC, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc on est le département énergie-climat de l'Institut Paris Région. Et on travaille depuis longtemps sur la sobriété, notamment par l'organisation d'ateliers de travail qu'on fait 5 à 6 fois dans l'année depuis 4 ans. On met à disposition pas mal de ressources. On essaye de faire intervenir voilà, un peu tous les sachants sur la sobriété alors énergétique, mais voilà. Je ne vais pas parler de définition de la sobriété ce matin, puisqu'on va en avoir dans nos différentes interventions. Donc on travaille pas mal sur la définition, mais aussi sur les actions à mettre en œuvre. Et on partage depuis peu une bibliothèque des plans de sobriété aussi, donc pour l'instant sur l'Île-de-France, et afin que chaque commune, voire collectivité, puisse s'informer un peu de ce que font les voisins. Ça marche pas mal, je dois dire. Voilà. Et donc si ce matin vous n'avez pas encore votre plan de sobriété sur notre site internet, n'hésitez pas à nous l'envoyer, à l'envoyer le lien, et on se fera un plaisir de le déposer sur notre site. Je vais donc maintenant voilà, vous inviter en fait, avant que notre premier intervenant prenne la parole, à aller sur le lien qui est dans la conversation, donc d'aller sur WooClap. Alors c'est une question qu'on pose assez souvent, certains d'entre vous y ont peut-être déjà répondu, mais n'hésitez pas, là on a des nouvelles personnes aussi aujourd'hui, le cercle s'élargit. Qui est pour vous, qu'est-ce que la sobriété énergétique? Donc plutôt en un mot, mais en 3 mots maximum. Et vous allez sur WooClap en entrant le code de l'événement UTHFNI. Voilà, vous pouvez répondre à cette question. C'est toujours intéressant de savoir, avant en fait qu'on ait des échanges sur le sujet, ce que représente pour vous justement la sobriété. Et puis il y aura une question qui viendra par après. Mais pour l'instant, voilà, je vous remercie de bien vouloir répondre à celle-ci. Et donc, en attendant... Ah, zut. Petit rappel sur les consignes d'éteindre les Petit rappel des consignes, éteignez bien vos micros. Ce qu'on propose là également, c'est que voilà, pendant que vous commencez à répondre dans le Est-ce que vous pouvez nous renvoyer le lien, s'il vous plaît? Et le mot de passe surtout. Alors le lien, oui, tout à fait. Laure, est-ce que tu peux remettre... Il est dans le lien est dans le fil de conversation ainsi que le mot de passe. Et dans le fil de conversation, est-ce que vous le voyez? Sinon, vous allez sur Google, vous tapez WooClap, W-O-O-C-L-A-P, vous accédez sur le site et vous faites se connecter, et vous aurez en bas à gauche, à gauche de la fenêtre, un petit champ se connecter à un événement, et c'est là qu'il faut rentrer UTHFNI. Voilà. Vous avez le lien direct là. Voilà, mais c'est effectivement dans conversation qu'il faut aller regarder.
Voilà, alors pendant que vous répondez, ça nous laisse le temps de donner tout de suite la parole à Vincent Goussin de la DRIEAT pour cette première intervention. Et Vincent, comme ça, peut en profiter aussi pour installer sa présentation. On donnera les Bonjour résultats à tous, après. est-ce que vous m'entendez? Très bien, Vincent. Alors, pour le moment, on ne voit pas la présentation, pas encore. Vous pouvez démarrer, Vincent. On donnera les résultats du sondage un peu plus tard. Après, oui. Teasing. Est-ce que ça fonctionne, Vincent, du coup, la présentation? Bon, le partage? Ah, Vincent, j'ai l'impression qu'il y a un petit problème de connexion. Et là, il est figé. Là. Vincent, c'est figé. Alors, en attendant que Vincent retrouve du réseau, peut-être qu'on peut... Ah non, c'est bon. Non. Oui, Hop. il revient. Ah, il revient. Bonjour, est-ce que vous m'entendez de nouveau? Oui. Oui. Je suis désolé, l'image s'est subitement coupée, le son s'est subitement coupé. Donc, je vais vous partager mon écran. Alors, par contre, il faut m'autoriser le partage, je ne peux plus partager mon écran. Oui, parce que là, vous êtes plus en mode présentateur maintenant. Normalement, c'est bon maintenant. Je viens de vous repasser en présentateur, Vincent. Très bien, merci beaucoup. Désolé pour le petit problème au démarrage, mais on va y arriver. Je vous partage ma présentation. Hop. Voilà, est-ce que vous voyez bien mon écran? On le voit bien. Très bien, je vous remercie. Donc, bonjour à tous, je me présente, Vincent Goussin. Donc, hop. Je suis chargé de mission à la DRIEAT Île-de-France sur les sujets transition énergétique et bâtiment. Et je suis là aujourd'hui pour vous dresser un bilan du plan de sobriété énergétique donc, qui s'est organisé cet hiver et faire un point aussi sur les actualités et les perspectives de ce plan de sobriété concernant l'année 2023 et l'hiver 2024. Donc rapidement, Marie-Laure, tu m'as demandé de faire un petit bilan francilien des chiffres pour se les remémorer. C'est toujours important d'avoir en tête. Premier point concernant donc ce contexte francilien. Il faut savoir que l'offre concernant la production énergétique, on est essentiellement sur de l'énergie qui est importée en Île-de-France à 90%. Et concernant les sources énergétiques, on est à près des 2 tiers des sources énergétiques qui sont d'origine fossile, qui a un vrai objectif de verdissement de cette énergie sur les prochaines années. Aussi, concernant la demande, il faut savoir que l'objectif, c'est de réduire de 40% la consommation d'ici 2050 et que l'ensemble des efforts, en tout cas la grande majorité des efforts, sont à réaliser notamment sur la thématique bâtiment, que ce soit sur le parc résidentiel ou le parc tertiaire, qui représente à eux seuls près de 70% des consommations énergétiques en Île-de-France. Alors maintenant, je vais repasser sur le contexte vraiment énergétique lié au plan de sobriété, la raison pour laquelle il a été mis en place notamment. Donc, en raison de la crise ukrainienne, mais aussi des nombreux travaux en cours qui avaient lieu sur le parc nucléaire à la fin de l'année 2023, il y a un plan de sobriété qui a été mis en place par le gouvernement lié au risque de difficulté de disponibilité énergétique au cours de l'hiver 2023, mais aussi de l'hiver 2024. Il faut vraiment avoir cet aspect-là en tête. Et avec toujours comme perspective de limiter le réchauffement climatique à hauteur de limiter le réchauffement climatique, avec une réduction des consommations à l'horizon 2050. Alors j'ai des interférences dans le micro, je ne sais pas si c'est le cas aussi de votre côté. Oui, on entend les interférences, effectivement. Alors, Ça, c'est des micros ouverts. Chez vous ou si c'est ou si c'est un participant qui a un micro ouvert. C'est bon, c'est réglé. Je poursuis.
Donc, le plan de sobriété, donc, il s'inscrit dans ce double objectif de limiter le réchauffement climatique et de faire face aux risques de difficultés de disponibilité énergétique, avec pour ambition de réduire de 10% la consommation énergétique. C'était l'ambition pour cet hiver notamment. Donc, cela suppose bien sûr la mobilisation générale de l'ensemble des acteurs nationaux, que ce soit du côté des services de l'État, des collectivités, des entreprises ou même des ménages. Mais aussi, il y a peut-être qu'on ce sera évoqué plus tard dans les autres interventions, mais vraiment le besoin d'avoir des changements profonds dans les comportements et les habitudes. Donc pour cela, ce plan de sobriété, il présente une double approche pour réduire cette consommation énergétique de 10% en 2 ans. D'abord, en termes de mesures, comme je l'ai dit, il y a des mesures des générales qui concernent l'ensemble de la société. La mesure, bien sûr, qu'on a tous entendue, c'est celle de baisser la température de chauffe à 19 degrés Celsius. Des mesures spécifiques par domaine qui sont également proposées, que ce soit sur le domaine du sport, du logement, par exemple, des transports. Il y a aussi une exigence forte au niveau des services de l'État qui ont été amenés à faire preuve d'exemplarité en mettant en place des plans de sobriété spécifiques sur leur structure. Il y a aussi également une approche en termes de temporalité. Il faut savoir qu'on a des actions qui peuvent être menées à très court terme, gratuites ou à moindre coût, avec des gains presque immédiats. Par exemple, la baisse de la température de chauffe. Des actions à moindre coût, on peut avoir également, par exemple, au niveau du bâtiment, la mise en place d'un système de pilotage des systèmes de chauffage, par exemple. Et pour cela, nous, côté service de l'État, l'objectif, c'est vraiment de présenter des ressources, des outils pour sensibiliser et accompagner. J'ai mis entreprises ici parce que c'est une grande partie du public ce matin, il me semble, et également auprès des collectivités et des autres services de l'État, sur les bénéfices apportés par ces changements d'habitude de comportement. Il y a aussi des actions à moyen et long terme qui nécessitent des plus gros investissements, parfois lourds. Je pense notamment, c'est un tropisme bâtiment, mais à la rénovation énergétique, à l'isolation thermique par l'extérieur, par exemple, qui est une solution vraiment efficace, qui sont des actions à réfléchir dès aujourd'hui pour pouvoir les mettre en place le plus tôt possible, car ça nécessite, comme j'ai dit, des investissements parfois lourds. Donc, côté service de l'État, nous, notre rôle, c'est de présenter des dispositifs pour accompagner et aider financièrement les entreprises, les collectivités, les services de l'État dans la planification de ces investissements de transition énergétique. Concernant les résultats et les perspectives suite à ce premier hiver 2023, il faut savoir que les risques de difficultés de disponibilité énergétique se sont éloignés. Il y a eu une remise en service progressive, notamment des réacteurs nucléaires qui étaient en maintenance. Il y a eu aussi un vrai respect des consignes de sobriété, avec l'objectif de réduction de l'ordre de 10% qui a été atteint. Je reviendrai rapidement dessus à partir des chiffres donnés par RTE sur la consommation électrique cet hiver. Et concernant l'hiver 2024, il ne faut pas s'arrêter dès aujourd'hui. Effectivement, comme l'indique le titre de l'événement aujourd'hui, il faut passer l'hiver, mais l'hiver 2024 également. Et les risques de difficultés d'approvisionnement, ils sont également pour 2024. Donc, il faut poursuivre les efforts engagés cet hiver. Donc, il y a des travaux qui sont en cours à ce jour au niveau ministériel pour établir un nouveau plan de sobriété à l'horizon 2024. Donc, on a vraiment des résultats prometteurs. Il faut vraiment le voir comme une opportunité de transformation. Ce plan de sobriété, on sait que quand il y a des mesures qui sont mises en place pour améliorer améliorer la performance énergétique, je pense notamment des bâtiments, on a des vrais gains en attractivité, une vraie baisse des factures d'énergie, une amélioration du confort des usagers. Donc vraiment une opportunité qui présente beaucoup d'avantages. Rapidement, je voulais vous présenter quelques chiffres qui ont été publiés par RTE cette année concernant la consommation d'électricité en 2022. Alors d'abord sur l'année entière, il y a une consommation en net recul, comme vous pouvez le voir sur le graphique à droite, qui se situe en retrait de 1,7% par rapport à 2021. Donc généralement, ces baisses de consommation, elles sont vraiment liées à des situations de crise comme celle de la crise financière de 2009. Mais également, on a une consommation qui est légèrement inférieure à celle de 2020 qui avait connu, on le sait tous, le confinement et les restrictions sanitaires. Donc, il y a eu un vrai effort qui a été mené. On peut constater d'ailleurs sur cette deuxième slide, vraiment avec un focus sur le dernier trimestre 2022. On constate, par rapport à la moyenne 2014-2019, on a une baisse de consommation vraiment de l'ordre de 9%.
par rapport au dernier trimestre, au dernier trimestre donc de ces années-là. C'est une baisse qui a été observée dans le secteur de l'industrie. C'est lié, bien sûr, à la crise énergétique, à l'inflation, à l'augmentation des prix de l'énergie. Donc, on a des secteurs en France qui sont extrêmement consommateurs en énergie et donc qui ont baissé leur production, comme la chimie, la métallurgie, la sidérurgie. Mais également, on constate qu'il y a eu une vraie baisse des consommations sur les secteurs résidentiels et tertiaires. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu un effort qui a été fait par la population pour baisser cette consommation. Certes, il y avait des raisons économiques liées à l'augmentation des prix de l'énergie, mais la campagne de sensibilisation a également eu son impact. Rapidement, pour terminer, après ce bilan et ces perspectives, faire un point sur les ressources qui existent, pour vous les rappeler. Concernant les entreprises, il y a la marque Les entreprises s'engagent qui existe. C'est une plateforme où il existe une charte qui est présente, que vous pouvez ratifier et qui vous permet d'accéder, de suivre des plans d'action qui sont proposés. C'est également une plateforme de ressources. N'hésitez pas à vous y connecter. Côté de RIEAT, on a réalisé 2 grands webinaires sur la sobriété énergétique en février 2023. Un webinaire à destination des entreprises, un webinaire à destination des collectivités, pendant lequel on a essayé de présenter assez largement, avec de nombreux participants, dont l'AREC, des aides et dispositifs spécifiques à chaque public pour faciliter la transition énergétique. Donc voilà, les replays, les supports sont encore disponibles sur le site de la DRIUAT. Peut-être, Marie-Laure, je pourrais te partager le lien pour que tu puisses le transmettre aux participants, ou je le mettrai dans le chat après mon intervention. Concernant les ressources, voilà, il y a des différentes ressources qui ont été publiées, mises en œuvre côté ADEME et État, sur des checklists anti-gaspillage. Là, j'ai nommé celle à destination des entreprises. Elle existe également, à destination des collectivités. Il y a la charte EcoWatt également, réalisée par RTE. Je vous mets le lien ici, avec un plan d'action pour une meilleure organisation du travail lié à ce contexte de sobriété énergétique, qui propose des actions à mettre en place et des engagements à suivre. Et puis, il y a voilà, des checklists anti-gaspillage à destination aussi des activités du quotidien pour la maison, la vie en copropriété, la gestion du numérique aussi, qui est extrêmement consommateur, notamment sur le tertiaire. Donc voilà, pour vous balayer un peu ce bilan, ces perspectives et faire un point sur les ressources disponibles. Je vais arrêter mon partage. Et Marie-Laure, je te laisse la main. Je ne sais pas il me semble qu'il y a une salle de questions-réponses qui peut avoir lieu maintenant. Absolument, on n'a pas de questions dans le fil de conversation, mais si nos participants souhaitent poser des questions, ils peuvent prendre la parole pour s'exprimer. Merci beaucoup, Vincent. Moi, j'en ai une de questions, en fait, là, il y a une présentation, effectivement, de mesures, voilà, d'incitation, etc. Et je pense à incitation financière. Donc, je pensais au fonds vert. Il me semble qu'il y a eu un fonds là, qui a été mis en place et qui, justement, peut concourir aussi à faciliter la mise en place de la sobriété. Oui, c'est à destination de quel public et qu'est-ce que ça recouvre? Alors, le fonds vert, c'est à destination des collectivités. Donc, effectivement, c'est un nouveau fonds qui a été mis en place, qui a été annoncé à la fin de l'année 2022 par la Première ministre Elisabeth Borne, qui vise à accélérer la transition écologique des territoires. Donc, il y a une enveloppe de 2 milliards qui a été débloquée. Et donc, sur différents volets, que ce soit sur la prévention des incendies, la tri des déchets, sur la valorisation des déchets, ou alors sur la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires ou la rénovation des parcs de luminaires en collectivité. Donc, je vais mettre le lien aussi dans le chat. Il y a un site très bien qui synthétise et qui rassemble toutes les ressources disponibles, qui précise les modalités pour chacun des axes du fonds vert sur lesquels les collectivités peuvent candidater. Alors après, c'est au niveau des préfectures de département que sont gérés l'accord des fonds en fonction des projets qui sont déposés. Voilà un peu en quelques mots. D'accord, merci beaucoup pour cette précision. On a une question dans le fil de conversation sur ce qui est prévu pour sensibiliser sur les vagues de chaleur et la climatisation, la consommation liée aux climatisations. Alors là, j'imagine, ce sera prévu dans le plan de sobriété qui
qui devrait arriver pour passer la période estivale, parce qu'effectivement, hein, pour le moment, il n'y a pas d'éléments en particulier, mais la sobriété ne s'arrête pas à l'hiver, elle se poursuit pendant la période estivale. Donc, la climatisation, effectivement, est extrêmement consommatrice d'énergie. Et vous avez un peu d'informations sur l'agenda, sur le plan de sobriété estivale? J'ai pas plus d'éléments à ce niveau-là. Okay. Autre question, le plan de sobriété du gouvernement propose aux collectivités de regrouper les agents dans certains locaux pour éviter d'avoir à tout chauffer. Est-ce que vous savez si ce type d'action a réellement été mené? J'imagine que créer rassembler les agents dans les bureaux et créer du flex office, par exemple, pour agir sur la sobriété foncière, finalement, ça s'organise sur le long terme. Donc, voilà, j'ai pas de chiffres à vous transmettre, mais effectivement, c'est une des solutions qui existent pour réduire les consommations. C'est notamment un des leviers d'action dans le décret tertiaire, hein, puisque le public comme le privé sont concernés par le décret tertiaire. Et il y a un levier d'utilisation intelligente des locaux qui effectivement peut jouer sur l'organisation physique de la présence des gens. Une autre question sur les effets rebonds liés à la rénovation énergétique des bâtiments. Alors, bon, la question est très ouverte sur le fait de savoir s'il y a d'autres mesures peut-être moins onéreuses et qui auraient moins d'effets rebonds, mais peut-être d'une manière plus générale, est-ce que vous avez des éléments sur ce sujet-là? Est-ce que vous savez un peu quantifier l'effet rebond qu'on observe après la rénovation? Le quantifier, c'est un peu délicat. Je pense que c'est beaucoup du cas par cas. Après, on sait très bien que lorsqu'on améliore la performance énergétique d'un bâtiment, il existe cet effet rebond, c'est-à-dire une augmentation de la consommation en termes d'usage par rapport à ce qui préexistait. Néanmoins, difficile de le quantifier. Après, l'effet rebond, on le constate, voilà, peut-être un point à marquer sur ce sujet-là. Certes, dans un premier temps, il y a la performance énergétique du bâti, qui est importante, qui permet de réduire la consommation. Comment dire, on a besoin de moins d'énergie pour un même besoin quand le bâtiment est performant. Mais il y a vraiment un volet sur l'usage qui est absolument prégnant et absolument nécessaire à prendre en compte dans le cadre de la sobriété énergétique, mais de l'amélioration, de la baisse des consommations en général. Donc, c'est un point essentiel à prendre en compte, les usages. On constate effectivement parfois une surconsommation sur des bâtiments qui sont pour autant performants. On reviendra sur ces sujets-là avec Alain Bornarel en dernière présentation, je pense, sur tout ce qui est bâtimentaire. Alors, il y a une question que j'invite à faire préciser dans le fil de conversation, puisque en fait, il y a juste marqué sobriété pour le gaz, et donc je ne sais pas comment tourner la question, donc j'invite le participant à compléter un petit peu. Et il y a une autre question sur le télétravail. Oui. Concernant le gaz, j'imagine que c'est une précision sur les données qui existent, mais on n'a pas de données à vous transmettre, malheureusement, sur ce sujet-là. D'accord. Donc, bon, si c'était pas ça, bon, on verra arriver le complément dans le fil de conversation. Autre question sur le télétravail. Quelle est l'efficacité de cette solution? Combien d'économies, tous secteurs confondus? Alors, je sais qu'il y a eu des expérimentations qui ont été menées sur certains bâtiments de l'État, justement, notamment pour tester les semaines de 4 jours avec mise en télétravail de l'ensemble des agents pendant une journée. J'ai pas eu de retour sur cette expérimentation encore, mais en tout cas, c'est des choses qui ont été menées cet hiver. On espère avoir les conclusions prochainement. Très bien. Dernière question, puisqu'on passe ensuite à l'intervention suivante. Alors, une intervenante, lors d'une visite terrain avec l'ADEME, une intervenante avait indiqué que la laine de verre protégeait du froid, mais pas du chaud. Est-ce communiqué? Alors, bon, là, pour le coup, la laine de verre est un isolant qui fonctionne dans les deux sens. En fait, c'est un isolant qui, comme tout isolant, diminue la transmission thermique, qu'elle soit chaude ou froide, en fait. Hein. Donc, voilà. Donc, je dois affirmer ce qui vous avait été communiqué. On va passer donc à l'intervenante suivante, qui est donc Sarah de l'ADEME. Merci beaucoup, Vincent, pour ces éléments concrets sur les effets du plan de sobriété gouvernemental. Oui, merci beaucoup, Sarah. Et il y a justement une question dans le chat qui parle d'attention à l'amalgame entre efficacité et sobriété. Et je pense que l'intervention de Sarah
va pouvoir aussi nous donner plus de précision sur ce sujet. Donc, on laisse la parole à Sarah. Bonjour à tous et à toutes. Est-ce que vous m'entendez bien et est-ce que vous voyez bien passer le PowerPoint? Tout à fait, on entend bien, on voit bien. Eh mais c'est formidable. Et là, vous le voyez toujours? Oui, C'est oui. les petits ajustements d'écran. Merci. Alors tout à fait, moi je vais vous présenter un petit peu le positionnement de l'ADEME, mais c'est pas tant le positionnement de l'ensemble de l'ADEME que le positionnement qu'on peut avoir d'un point de vue de la sociologie. Alors pour me présenter, en effet, je suis sociologue, docteur en sociologie et à vrai dire, ça me fait plaisir d'entendre toutes ces questions sur le bâtiment puisque j'ai travaillé en fait antérieurement, dans mes recherches sur la rénovation dans le domaine du tertiaire. Bref, aujourd'hui, je suis sur un pan un petit peu plus large et notamment celui d'essayer d'articuler, les dimensions sociologiques avec la prospective, donc gros sujet et puis du coup de contribuer à tout un tas de thématiques de l'ADEME, dont la sobriété. Du coup, d'où je parle, ça veut dire qu'en tant que sociologue, ce qui m'intéresse, c'est d'articuler, les questions techniques avec des questions qui sont plus d'ordre, social, économique, politique, pour essayer de comprendre quelles sont les conditions de faisabilité, en fait, de politique publique. Et ce que je vais vous raconter aujourd'hui, pour moi, c'est plutôt alors, je sais que j'ai été présentée avec, l'idée de parler des imaginaires positifs. Alors derrière moi, je suis pas forcément très à l'aise avec la terminologie d'imaginaire parce que ça permet, tantôt de parler de ce qui est réel, concret, par exemple des représentations qu'on peut avoir, quand on est, un citoyen lambda, un consommateur et cetera. Et les imaginaires, ça renvoie aussi à la question de la production de nouveaux imaginaires, par exemple, via des produits culturels. Voilà, la culture, elle génère des nouveaux imaginaires, elle est porteuse de nouveaux imaginaires. Et donc aujourd'hui, je vais être plutôt sur la première facette, qu'est-ce qui se passe dans la société? On est plutôt sur du factuel pour essayer de comprendre, ce qui se passe autour de la sobriété. Pour aller très vite, je vais vous présenter quelque chose en 3 temps. D'abord revenir sur la notion de sobriété telle qu'on l'a, appréhendée à l'ADEME, parce que c'est quand même enfin ça mérite quand même de rappeler que la sobriété, il y a quelques années, n'était pas, un mot totalement usité. C'était pas une notion totalement commune et totalement acceptée dans le débat public. Ça l'est aujourd'hui, donc ça mérite, d'y passer un petit peu de temps. Et puis, dans un deuxième temps, je vous présente rapidement le fait que, la sobriété, on a déjà tout un tas de données, nous, côté sociologie, qui nous montrent qu'en fait, on a des opinions et des pratiques en matière de changement climatique qui, en fait, interrogent notre rapport à la consommation et nous parlent déjà de sobriété depuis un certain temps. Et puis dernier point, je reviendrai sur enfin, j'éclairerai un peu la question de la sobriété, par les scénarios de prospective, qu'on a publiés en 2021 et donc on a 4 scénarios dont 2 qui sont, qui mobilisent fortement les leviers de sobriété. Au passage, je suis désolée, je suis malade, donc j'espère que ça s'entend pas trop et que je vais réussir à assurer la présentation dans de bonnes conditions. Voilà, si je parle un petit peu, avec le nez, n'hésitez pas à me le faire savoir pour que je clarifie un petit peu ma diction. Alors, cette histoire de sobriété, qu'est-ce qu'on peut en dire? D'abord, avant de rentrer sur le volet un peu médiatique en 2022 avec, la guerre en Ukraine et cetera, il y a un premier axe qui est de se dire, en fait, on a globalement des travaux du GIEC qui nous racontent, de plus en plus, à mesure de la production des rapports du GIEC, que les solutions techniques sont insuffisantes et que ces solutions-là, en fait, évoluent, accélèrent et se mettent en place à une vitesse, assez, insuffisante, par rapport aux besoins de réponse à la crise climatique et donc à mesure que les solutions techniques, en fait, ne font pas vraiment, l'ensemble du job qui leur est demandé, on réalise qu'en fait, il y a un autre levier à activer, qui est un levier qui réside peut-être un peu moins centralement sur la technique. Je vais préciser tout au long de ma présentation parce que je pense pas du tout que la question de la sobriété, ce soit quelque chose de hors technique ou de purement comportemental.
Cette question de sobriété, elle est évidemment marquée là aujourd'hui par la crise en Ukraine et par les évolutions du prix du gaz. Mais voilà, on a quand même ce jeu avec les évolutions des publications scientifiques qui sont reflétées par le GIEC, qui nous montrent aussi que la sobriété devient quelque chose d'important et de central. Alors si on revient du coup sur le contexte 2022, on voit en fait une profusion de termes, enfin d'émergence du terme de la sobriété, par des acteurs qu'on n'attendait pas vraiment, hein, à l'époque, sur ces terminologies-là, puisque la sobriété, c'était auparavant, un terme qui était plutôt, cantonné aux marges, qui était potentiellement même un peu disqualifié, en fait, comme étant politique, comme étant idéologique, comme étant, d'une certaine manière, des positions proches de positions autour de la décroissance et cetera. Et aujourd'hui, en fait, la sobriété s'est beaucoup diffusée, dans le champ, et donc on peut aussi se demander, à quel point elle garde, la même définition qu'elle pouvait avoir auparavant, ou si elle peut avoir changé. De notre côté à l'ADEME, ça fait un certain temps qu'on travaille sur ces sujets-là, et on a pu en fait, à mesure de nos publications ou à mesure de nos travaux d'études et de recherche, publier et essayer de contribuer en fait à ce débat public, à cette émergence, de la sobriété, en essayant de situer un peu, de quoi il s'agissait. Et donc ça passe notamment, donc là vous voyez S1, S2, S3, ça c'est une reprise, une vulgarisation des scénarios, par des podcasts et par, différents formats, qui ont pu être faits, dans lesquels en fait on essaye de donner à voir, à quoi pourrait ressembler la sobriété et ce que ça pourrait permettre. On a aussi un certain nombre d'articles qu'on peut sortir dans différents formats, qui essayent voilà, d'aller au-delà du mot pour préciser de quoi il s'agit. Et tout ça s'assied aussi sur, des programmes de travail qu'on peut avoir, notamment de se demander comment, en fait, la sobriété, on va pouvoir l'injecter, dans nos programmes d'action, dans nos dispositifs d'action publique pour accompagner, qui les entreprises, qui les collectivités territoriales. En sachant que la sobriété, finalement, d'une certaine manière, ça fait réapparaître, des actions qu'on réalise déjà. Par exemple, si je prends le cas du bâtiment et d'un bâtiment tertiaire, il me semble quand on commence à avoir une exception de la sobriété qui dit: «Il faut travailler sur les comportements et sur les usages», en fait, c'est pas très novateur. On est en train de nous redire que, les premières actions qu'on peut activer sur un bâtiment, qui sont les moins coûteuses et qui supposent le moins d'investissement technique, c'est d'agir sur les comportements et cetera. Donc ça, c'est pas non plus révolutionnaire. Mais du coup, la question, c'est de se demander qu'est-ce que la sobriété a de révolutionnaire? Est-ce qu'elle fait bouger beaucoup de choses ou pas? Et donc là-dessus, pour essayer de pouvoir, un peu stabiliser ce qu'on dit sur la sobriété, on a eu tout un travail interne et externe pour essayer de définir ce que c'était que la sobriété et se donner un peu une lecture commune, au sein de l'ADEME, mais aussi pouvoir la communiquer à l'extérieur. Et donc, là, on en arrive, vous voyez sur la slide là, à une définition, qui en fait montre que la sobriété est un processus qui se fonde, essentiellement sur la question des besoins. Donc ça nous dit dans un contexte où les ressources naturelles sont limitées et tout ça, la sobriété consiste à nous questionner sur nos besoins et à les satisfaire en limitant leurs impacts. Donc vous voyez cette question centrale, c'est questionner les besoins. Donc ça vient questionner, tous les éléments sur les effets rebonds, par exemple. Est-ce que en fait, si on questionne les besoins, on n'a pas un moyen de réduire, en fait, les effets rebonds? Qu'est-ce que nous dit la phrase suivante? Elle nous dit, «La sobriété doit nous conduire à faire évoluer nos modes de production et de consommation et plus globalement nos modes de vie à l'échelle individuelle et collective». J'insiste donc sur ces 2 petits couples, mode de production et de consommation et individuel et collectif. Pourquoi? Parce qu'il semblerait quand même que la sobriété, on ait un peu tendance parfois à la lire comme une espèce de nouvelle, ascèse, individuelle, qui devrait conduire nos comportements et nous amener vers, le bien commun. Il me semble que c'est important de rappeler que c'est quelque chose qui se structure vraiment pas uniquement sur du comportement individuel, mais qui en fait requiert aussi toute une structuration collective. Et quand on dit collectif, c'est pas aussi la consommation en bout de chaîne, c'est l'ensemble de l'appareil productif d'une certaine manière, autant la production que la consommation.
Alors peut-être que ça vous paraît banal dit comme ça, mais il me semble que cette question production-consommation individuelle collectif mérite quand même d'en discuter quand on voit des cadrages, par exemple dans la presse, y compris dans la presse spécialisée, dans des domaines très techniques. Alors, la sobriété, ça renvoie à quoi aussi? C'est toujours intéressant de se demander à quel type de cadre intellectuel ça renvoie. Ça renvoie notamment à la théorie du donut de Katri-Worf, qui nous montre, donc là vous voyez ce petit rond vert en forme de donut, qui nous montre qu'en fait on a un plafond et un plancher. Le plancher, il est plutôt social. L'idée, c'est de se dire qu'il serait bien qu'en fait dans un monde sobre, l'ensemble de la population ne soit pas dans une situation de privation humaine critique. Et puis de l'autre côté, on a le plafond, et ce plafond, il dépend de seuils naturels, donc il dépend en fait de limites environnementales. Et donc, ce qu'on voit avec ce donut, si on le spécifie un petit peu, donc ça c'est pareil, hein, c'est le travail fait par cette économiste-là. En fait, elle nous montre que ce donut est systémique et que la sobriété n'est pas qu'une question purement énergétique. Elle vient en fait euh, irriguer dans un ensemble de domaines et en fait, elle va impacter également sur tout un tas de choses, que ce soit les revenus, l'éducation, la démocratie, etc. Et donc là encore, on voit une dimension très collective à tout ça. On voit on a une question qui n'est pas qu'une question d'ingénieur et qui n'est pas une question uniquement technique. Et pour revenir là-dessus, justement, sur le petit appel du pied qui m'était fait là-dessus, c'est vrai que nous, on se pose beaucoup la question en interne de savoir à quel point on différencie ou pas la sobriété et l'efficacité. Moi, de mon point de vue, c'est une gymnastique intellectuelle qui est intéressante, notamment pour se demander si on n'est pas en train de remettre la même confiture dans des pots un peu différents, qui est de se dire aussi comment on distingue tout ça. Et donc on voit que, là, par exemple, c'était l'occasion de vous montrer aussi un exemple qui relève d'une collectivité territoriale, et pas uniquement de gestes individuels en bout de chaîne, dans une entreprise ou chez soi. Quand on décide de, mettre en place, un éclairage par des LED, c'est de l'efficacité. Quand on est en train de rediscuter, des horaires des éclairages et de la possibilité que ce soit des éclairages ajustés au fait qu'il y ait des gens dans la rue et cetera, il y a une dimension de réflexion de sobriété. Donc j'espère que c'est clair dit comme ça. Il y a tout un tas d'autres exemples qui peuvent permettre d'expliquer ça. Alors je passe vite là-dessus, mais ça va mieux en le disant aussi. La sobriété, on en parle beaucoup plus depuis 2022. Dans certains domaines techniques, on en parle depuis bien avant. Mais quand on regarde, on a aussi des opinions et des pratiques, de la part des citoyens et citoyennes en France, qui sont déjà, potentiellement, qui reflètent déjà un certain intérêt, en fait, pour ces questions de sobriété, ces pratiques de sobriété. Alors pour aller vite, quand on regarde nos baromètres, donc on a un baromètre qui existe depuis 22 ans, et donc qui est publié, par cohorte, et qui nous dit, bah, tiens, sur la question par exemple, attendez, excusez-moi, je ne sais plus sur quel slide je suis. Sur la question des solutions face au changement climatique, on a quand même 63 des répondants, sur un échantillon représentatif qui nous disent que globalement, il va falloir changer de façon importante nos modes de vie. Donc là, on voit déjà qu'on est sur une démarche qui impacte l'idée de changer ses modes de vie, c'est quand même nettement plus important et profond qu'une unique, évolution de la technique. Si on évolue un petit peu, quand on se demande ce qu'il faut pour changer ses modes de vie et quelles sont les conditions, en fait, pour changer ses modes de vie? Et ben, on voit là sur les différentes réponses que vous avez, que les conditions importantes, c'est notamment la justice, la participation collective. Quand on dit, il faudrait que les options soient décidées collectivement et avoir son mot à dire. C'est aussi, l'assurance que la lutte contre le changement climatique, et les effets porteurs de cette lutte, qui soient porteurs de bénéfices et qui viennent compenser les inconvénients des transformations. Et du coup, tout ça, ça nous renvoie à l'idée qu'on a un ensemble de conditions collectives à tout ça. Et puis enfin, là je vais pas tout vous détailler, mais quand on voit, les mesures qui sont destinées à lier les émissions de GES, on voit que
on a un certain nombre d'options qui peuvent être intéressantes et si ce n'est plébiscitées par des citoyens. Par exemple, l'interdiction de la publicité, par exemple la taxation de l'avion pour équilibrer la place du train. Pour ne vous prendre que ces 2 exemples-là, on voit que c'est des éléments qui ne sont pas du tout comportementaux uniquement. On voit que c'est pas des éléments qui sont uniquement individuels. L'évolution, la régulation du secteur de la publicité, ça implique, uniquement de se demander comment on régule un secteur productif. De la même manière, la question de l'avion, en fait, concerne pas uniquement des individus qui partiraient en vacances, mais globalement des choix de déplacement d'entreprise. Donc tout ça, en fait, on voit bien que ça nous tracte quand même vers des questions qui sont loin d'être uniquement comportementales. Je passe un peu rapidement pour arriver sur mon 3e point, 3e point d'éclairage sur la prospective. Donc j'espère que vous avez tous entendu parler de ces 4 scénarios prospectifs, qui ont été développés par l'ADEME. Donc l'idée, c'était d'avoir un travail prospectif à partir qui cherche à atteindre l'objectif de neutralité carbone en 2050. Partant de cet objectif qui est un objectif légal, l'idée était de reprendre les scénarios du GIEC, du rapport 1.5 et de les travailler à l'échelle de la France afin de montrer qu'en fait, à un objectif donné, on peut avoir différentes manières d'y arriver. Et ces manières-là, en fait, elles sont représentées par les scénarios. Donc en fait, ils viennent nous illustrer le champ des possibles, on va dire, pour atteindre la neutralité carbone. Et du coup, qui dit champ des possibles dit aussi que ça présuppose des décisions incontournables. Donc ces 4 scénarios, ils sont très contrastés et les différents collègues de l'ADEME sont allés voir les dimensions énergétiques, climatiques, les dimensions de ressources, de pollution et les aspects économiques pour mes collègues économistes et pour ma part, les dimensions des modes de vie. Donc ça nous donne en fait, pour le dire autrement, 4 scénarios qui montrent clairement des sociétés françaises en 2050 de nature très différente. On voit que le projet de société est très différent. Les évolutions technologiques ne sont pas les mêmes, les territoires ont des agencements, entre eux qui n'ont plus rien à voir. Et donc c'est ça qu'on cherche à donner à voir en fait. Ces 4 scénarios, vous les avez là, vous avez leur nom là. Plus vous allez être du côté gauche, plus vous allez être dans la limitation des impacts. Donc dans une démarche sobre où vous allez, comme je disais dans la définition de départ, questionner les besoins pour limiter les impacts. Et plus vous allez vers la droite de l'écran et vous arrivez sur le scénario technologie verte ou le scénario Paris réparateur, plus vous êtes non pas dans une manière de questionner les besoins, mais plutôt dans une logique de continuité ou d'accentuation de nos consommations. Et ensuite, on compense les impacts. Donc notamment, par exemple, par de la capture et du stockage carbone, etc. Ce que ça nous donne, en gros, pour vous donner un peu, pour fixer un peu pour le coup, des imaginaires et des récits de ces grands scénarios, vous les avez là. Donc on a, par exemple, le scénario S1 est plutôt fondé sur un accroissement et une reprise de pouvoir, on va dire, des villes moyennes et des zones rurales. Là où plus vous vous déplacez vers la droite, plus vous êtes sur la métropolisation, voire l'étalement urbain dans le scénario 4. Donc ça, c'est pour la dimension aménagement. Pour la dimension techno, si on s'intéresse à la techno, dans le scénario 4, vous avez des technologies, comme je viens de vous le dire, de captage et de capture carbone, de capture et de stockage. Le scénario 1, un scénario qui est particulièrement sobre, n'est pas sans technologie. Au contraire, ça veut dire qu'on est plutôt sur une accentuation des low-tech. Qui dit low-tech ne veut pas dire pas de technique, ne veut pas dire pas d'ingénierie, bien au contraire en fait. Voilà, et du coup, vous avez des scénarios qui sont très contrastés par là. Alors, pour vous amener plutôt sur ce que moi j'essaye de travailler à partir de là, l'idée c'était de se dire, à partir de ces 4 scénarios, bah tiens, en fait, on a vraiment des styles de société qui sont décrits, mis en images, etc., très différents. On a évidemment tout un tas de questions que nous posons en interne de l'ADEME et puis qui nous sont posées de l'extérieur, de nos tutelles, mais pas que, en disant, ben, une fois que vous avez ces 4 scénarios, quelle serait l'acceptabilité sociale de chacun d'eux?
Et moi, j'ai un peu de difficulté avec ce terme d'acceptabilité sociale, donc on a essayé de le creuser, parce que ce terme, il risque souvent d'être un peu galvaudé. Et donc on a essayé de le creuser en se disant: «Bah, c'est vrai qu'on a ces 4 scénarios, faisons une enquête sociologique. Montrons ces 4 scénarios à des citoyens, et on fait une enquête avec eux». On a les moyens méthodologiques de le faire, pour essayer de comprendre avec eux, ce qu'ils trouvent désirable dans ces scénarios, ce qu'ils trouvent faisable et du coup, quelles seraient les conditions pour réaliser ces scénarios. Je vais vous repréciser un peu, hein, ce que ça veut dire, désirabilité, faisabilité. Mais l'idée, c'était d'essayer d'aller décomposer, ce qu'on peut entendre souvent derrière l'idée d'acceptabilité. Alors pourquoi je parle de mode de vie au passage? C'est un changement de perspective, à au moins 2 égards. C'est un changement de perspective par rapport à la terminologie, notamment comportementale, qui est souvent utilisée. Il y a eu une époque, où on parlait beaucoup de changement de comportement. Aujourd'hui, on parle de plus en plus, des modes de vie et de l'évolution de nos modes de vie. Ça se fonde d'abord sur l'idée que, une approche qui est purement technico-économique est insuffisante. Donc ça c'est ce que ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure sur, les travaux du GIEC. Et puis, en fait, l'idée des modes de vie, c'est de se dire, que les processus de transition, ils dépendent pas uniquement de nos comportements individuels et ils dépendent pas uniquement d'une somme de nos comportements individuels, mais surtout de dynamiques collectives, les conditions politiques et cetera et donc de choix de société. Ceci étant dit, pourquoi on travaille, sur les dynamiques sociales, dans la prospective? Là, je vais passer très rapidement, en fait, j'aurais pu me passer de cette slide, excusez-moi. L'idée aussi, c'est de se dire, les scénarios de prospective qu'on a fait l'ADEME, l'objectif est pas uniquement qu'ils soient discutés dans des petits cercles d'experts, le but est aussi que, si on parle de projet de société, alors, en fait, on doit rendre discutable, en fait, tous ces éléments-là et donc on doit pouvoir extraire les scénarios et on doit pouvoir extraire ces questions de seul langage technique pour en faire, des objets de débat politique. Et donc ce que j'ai fait dans cette étude, c'est qu'on a voulu travailler, je vous invite à regarder plutôt les 2 bullet points, blanches, sur les aspirations et les valeurs, donc ce que j'entendais par la désirabilité. Et puis, sur les marges de manœuvre, là, c'est ce que j'entendais par la faisabilité. Donc l'idée, c'est un peu de décomposer, ce qu'on peut penser intuitivement des choses en se disant, bah, d'un côté, on peut être attiré par un scénario parce qu'il correspond à nos motivations, à nos valeurs, on s'y reconnaît et donc ça, c'est ce qu'on appelle la désirabilité. Et puis, il y a une autre question qui est, la question d'avoir des conditions matérielles qui nous permettent de. Donc, par exemple, qui nous permettent de, se déplacer autrement qu'en voiture, qui nous permettent de s'imaginer dans un habitat, par exemple, plus petit ou plus collectif. Et ça, c'est une question qui relève plutôt de la faisabilité, qui va dépendre de conditions objectives de type, nos revenus, l'habitat dans lequel on vit, notre configuration familiale, le territoire sur lequel on vit également, qui est très structurant là-dessus. Donc pour ça, on a repris les scénarios de l'ADEME, qui sont au départ des scénarios très technico-économiques et puis on en a fait une étude, je pourrais vous en parler, plus, dans les questions si ça vous intéresse, où en fait on a mis en place, des récits qui sont, imagés et mis en mots aussi et qui nous permettent par exemple de décrire, là le scénario 1, donc là vous avez une planche qui montre un peu, l'aménagement. Précision, il reste 5 minutes pour votre Ouais, intervention. C'est ça passionnant. marche. Très bien, Mais voilà, il n'y a pas de problème. Merci Alexandre. Et donc là, je vous montrais, une scène plutôt de l'aménagement et puis on a des espèces de focales comme ça qui permettent de parler vraiment des pratiques et de ce qui se passe, par exemple, là, dans la consommation, les nouvelles formes de consommation que ça génère. Si je vous montre l'aménagement dans le scénario 4, on est plutôt sur ce type d'aménagement et puis on est plutôt sur ce type, de mode de consommation et puis on échange dans ce cadre-là avec les enquêtés. Alors
tous ces scénarios-là, ça nous a permis de montrer en fait des choses pas totalement évidentes sur la question de la sobriété. Je vais passer forcément vite puisque j'ai eu le petit rappel d'Alexandre. Mais l'idée très importante à retenir ici, c'est qu'au départ, nous, on n'avait pas de vision sur le fait que la sobriété soit ou pas désirable, soit ou pas repoussoire. Et ce qu'il s'avère à la fin de cette étude, c'est notamment de se dire qu'en fait, aucun scénario n'est totalement plébiscité. Et en matière de sobriété, la sobriété est pas vraiment repoussoire. Au contraire, elle pose beaucoup de questions. Je vous précise pas davantage les résultats sur les scénarios, on pourra y revenir dans les questions. Par contre, il y a des conditions transversales importantes qui ressortent, et qui nous informent pas mal sur les conditions pour mettre en place la sobriété. Alors d'abord, la nécessité d'embarquer tous les acteurs, ça revient aussi à dire que, en matière de sobriété et notamment quand on sent des injonctions individuelles, en fait, il est important, d'assurer, l'enrôlement et la participation de tous et toutes et notamment de toutes les organisations. Ça renvoie à ce que disait l'intervenant tout à l'heure, par exemple, sur l'État exemplaire, sur la mobilisation des entreprises, et cetera. Un autre élément, sur lequel je voudrais insister, peut-être notamment parce que, là on a un auditoire qui est, beaucoup bâtiment, c'est la question des innovations collectives. En fait, il y a beaucoup de pratiques et de comportements qui sont, annoncés en matière de sobriété, qui ne sont pas possibles si on développe pas, vraiment des innovations organisationnelles et un peu économiques et un peu techniques, qui nous permettent d'avoir de nouveaux modes de vie sobres. Notamment, si on prend alors je vais prendre le cas du bâtiment ici, une slide que j'ai outrageusement, empruntée à mes collègues, du bâtiment. L'idée, c'est aussi de se dire: «Bah, tiens, en fait, la sobriété n'est pas qu'individuelle». Par exemple, elle consiste à se dire, «Il faut augmenter l'intensité d'usage des bâtiments». Par exemple, utiliser des cantines de bureau, pendant le week-end, on peut tout à fait, considérer que ça puisse être, un lieu d'accueil pour des associations et cetera. Les espaces culturels peuvent se retrouver dans les espaces d'entreprise et cetera. Toutes ces choses-là, une fois qu'on les dit, en fait, il faut trouver les modalités de régulation de ces choses-là. Donc il faut trouver les types de contrats qui nous permettent d'avoir confiance quand on est une entreprise pour, laisser la place dans nos locaux à des associations, par exemple. Mais ça suppose aussi d'avoir, des questionnements techniques, pour revenir à quelque chose de très prosaïque, d'une sécurité qui permette d'avoir la sécurité dans l'entreprise, mais des espaces accessibles. Heu, je pourrais revenir davantage aussi. Et puis pour finir, on a, un enjeu qui est très, très important et qui coupe sur les 4 scénarios évidemment, enfin qui traverse les 4 scénarios, mais qui vaut autant pour la sobriété. C'est l'exigence de justice sociale et de transparence. Donc quand on prend des mesures de politique publique, être transparent, sur les manières de les prendre et sur la gestion qui en est faite, par exemple sur les inégalités sociales. Et tout ça va évidemment avec, tout un tas d'enjeux qu'on peut voir, assez fortement, aujourd'hui depuis la Convention citoyenne pour le climat également, dans beaucoup d'éléments aussi dans les collectivités. Un enjeu de renouvellement des formes démocratiques et des modalités de participation pour en fait imaginer ces nouveaux modèles de société et notamment ces nouveaux modèles de sobriété. Alexandre, je pense que je suis dans les 5 minutes. Absolument, impeccable. Merci beaucoup, Sarah. Alors, il nous reste donc 5 minutes de questions-réponses pour peut-être creuser des éléments sur lesquels je vous ai contraint d'accélérer, désolé. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Il y avait une remarque sur laquelle je rebondis tout de suite dans le fil de conversation, qui fait un peu écho à vos toutes dernières diapos sur le fait que dans le questionnement notamment de nos besoins, on peut aussi parfois réfléchir à comment faisaient nos ancêtres avant qu'on ait cet accès presque illimité à une énergie abondante et peu chère. Ce qui rejoint un peu dans les dernières slides les notions de questionnement collectif, effectivement, sur les pratiques et la façon de répondre aux besoins et aux modes de vie. Ouais, alors, tout à fait et il y a peut-être quelque chose à dire aussi là-dessus, c'est sur cette question d'une certaine manière, d'une certaine vision du progrès, en fait. C'est que le progrès a été longtemps, attaché à une question de développement technique et technologique. Je réfute pas du tout ça, ni l'intérêt que ça a eu, historiquement et dans le développement économique et social.
Mais en fait, on réalise aujourd'hui que on peut revenir à des pratiques un peu, alors je dirais pas ancestrales, mais en tout cas les pratiques des grands-mères et des grands-pères. Donc ça réarrive. Et puis il y a un autre élément aussi qui est là auquel je tiens, c'est sur ces questions d'écologie. On a aujourd'hui notamment une question qui est de savoir quelle écologie on représente aussi, notamment dans l'action publique, et de se rendre compte qu'on a tout un tas de gestes qui en fait sont peu émissifs et qui en fait sont les gestes d'une écologie plutôt populaire. Une écologie qu'en sociologie, on va appeler une écologie un peu ordinaire. Donc je parle notamment en fait là des classes les plus modestes, les catégories de la population les plus modestes, qui en fait sont rarement jugées comme étant écolos, parce que leurs gestes ne sont pas considérés comme relevant du champ de l'écologie. Or, en fait, c'est des gestes d'économie, c'est des gestes de réparation, de récupération, et tous ces éléments-là, en fait, la question de la sobriété vient aussi travailler cette question-là, il me semble, de faire un peu une place plus importante à des gestes économes et écologistes qui n'étaient pas dans le champ, en fait, qui n'étaient pas étiquetés comme tels. Alors, pour rebondir sur les pratiques, justement, il y a une question dans le fil de conversation sur des pratiques qui sont un peu à la mode, comme le minimalisme ou tout ce qui est low-tech. Dans quelle mesure tout ça a un poids auprès du grand public? Est-ce que vous avez vu ces choses-là survenir dans vos enquêtes? Alors, oui, alors, les low-tech sur le grand public, je ne sais pas trop si c'est quelque chose qui transparaît. Par contre, nous, on a différents dispositifs actuellement sur les low-tech pour soutenir les low-tech, et on voit il y a une très grosse dynamique là-dessus, en fait. Notamment localement, ça va beaucoup avec des approches un peu circuit court, etc. Et qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus? Sur les approches minimalistes, alors c'est assez rigolo parce que ça, c'est aussi, moi de mon point de vue, c'est un peu je sais pas si l'ensemble de mes collègues à l'ADEME diraient ça, hein, mais il y a un peu des effets de mode, et il y a des espèces de nouvelles formes de mode de consommation, sur le zéro déchet, sur le minimalisme, et cetera, et qui peuvent être, alors le zéro déchet, par essence, ça renvoie à une question écolo, mais le minimalisme, pas nécessairement. Mais en effet, ça peut être, de très bons alliés, de transformation écologique, et notamment, je pense à ça par, une opération qui avait été faite par des collègues du service consommation responsable, qui travaillaient sur, le désencombrement chez soi, et l'idée, c'était plutôt de se dire, en fait, faisons le décompte de tout ce qu'on a chez soi, et en fait, une fois qu'on fait le décompte, on se rend compte qu'on est des accumulateurs, et on peut accompagner aussi les consommateurs pour leur montrer les voies pour le réemploi, par exemple. Des jouets des enfants qui sont entassés dans les greniers, des je ne sais plus combien de dizaines de paires de chaussures qu'on détient tous, etc. Donc c'est vrai que le minimalisme là-dessus peut être un peu un allié de ce genre de démarche. Ouais. Alors après, on a deux questions un peu plus techniques et pointues. Une première question sur les scénarios de l'ADEME, donc qui a compris que l'écart entre le scénario 1 et le scénario 2 était essentiellement le mode de gouvernance, entre une gouvernance descendante et une gouvernance bottom-up. Je pense qu'il y a un peu plus que ça, mais enfin, bon, c'est ce qui est compris. Et la question est quel est le schéma qui paraît le plus favorable pour la société, entre cette gouvernance descendante et celle qui est plus partagée? Alors, je comprends par cette question que ce serait, qu'est-ce qui est le plus désiré par la population? Alors cette question de la gouvernance, c'est toujours intriguant. Parce qu'on a toujours cette polarité entre, d'un côté, un besoin mais qu'on partage tous, hein, sans doute, tous derrière nos ordinateurs. D'un côté, un enjeu de participation, individuellement, un souhait qu'en fait, les choses soient plus participatives, qu'elles soient plus concertées, qu'on n'ait pas, en fait, des décisions politiques qui soient prises par une ligne, hiérarchique, purement verticale. Et d'un autre côté, parfois des espèces de résurgence de dire, mais en fait il faut bien à un moment donné qu'on prenne des décisions rapides, et ça supposerait,
je le mets au conditionnel, supposerait en fait une gouvernance descendante. Il y a un peu cette double, cette tension qui, il me semble, joue un peu sur l'idée que la participation serait quelque chose de lent, ralentirait les processus, etc. Ce dont je suis pas totalement convaincue, moi, du point de vue personnel. Mais Merci. finalement, très clairement, pardon, juste pour répondre de manière plus claire, le scénario 2, en fait, et donc le scénario où la gouvernance est plus partagée est nettement plus favorisé justement, mais peut-être que c'est biaisé parce qu'on avait explicité que la gouvernance était partagée et que on avait des prises de décision très, très concertées. Merci. Alors, on a encore plusieurs questions qu'on n'aura pas le temps de traiter toutes, mais une dernière, très concrète. Est-ce que vous avez déjà vu des territoires ou des grands groupes qui commencent vraiment à s'approprier l'un des scénarios et à décider d'aller vers l'un des scénarios que l'ADEME a partagé? Alors, je ne sais pas s'ils prennent vraiment le gouvernail en disant c'est bon, on prend celui-ci. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça peut faire réfléchir en interne. Je me souviens d'une métropole récemment avec laquelle je discutais et qui me disait, bah, en fait, en interne, on s'est questionné, scénario 1, scénario 2. Et en fait, ça fait jouer aussi des questions somme toute très normales dans un contexte politique, qui est de se dire est-ce que ça c'est risqué ou pas, quelles sont nos opinions politiques là-dessus, quels sont aussi nos programmes électoraux là-dessus, et du coup ça fait discuter. Ça c'est déjà vachement intéressant parce que ça vient aussi finalement aller un petit peu plus profondément. Quand on dit je veux avoir une politique écologiste, c'est intéressant, mais finalement, on peut se payer de mots un peu longtemps. Et du coup, ça amène à aller accentuer un peu les choses. Pour nous, un des vrais enjeux, pas totalement simples quand on communique sur les scénarios, c'est que il peut y avoir un certain nombre et d'entreprises et de collectivités politiques, etc., qui peuvent se dire ah bah très bien, je vois des avantages et des inconvénients dans chacun des scénarios et donc je vais faire ma petite popote, si on peut le dire comme ça, et du coup sélectionner des éléments. Or, en fait, c'est ce qui est très compliqué et c'est ce pourquoi on insiste sur l'espèce d'intégrité qu'il y a scénario par scénario. Parce qu'en fait, on peut pas, vu que tout boucle, il y a des bouclages dans chaque scénario qui font boucler les sols, les ressources, enfin les ressources, l'énergie, etc. Et du coup, si on prend un élément par-ci par-là, on peut plus réussir à boucler. Et donc, on peut plus réussir à arriver à l'objectif final de neutralité carbone. Et donc, je pense que d'ici quelques mois, années, moi de mon côté, j'espère en effet que les collectivités comme les organisations se seront un peu situées sur ces axes-là. Très bien, merci, vraiment merci Sarah pour la qualité et la richesse de cette intervention qu'on aurait pu, sur laquelle on aurait pu passer beaucoup plus de temps certainement. Il y a quelques questions dans le fil de conversation, peut-être que vous pourrez traiter en répondant par écrit pendant la présentation suivante. Marie-Laure réapparaît, tu as je te laisse la parole peut-être. Oui, merci beaucoup Sarah. Juste avant de passer la parole à Alain, je vous partage, j'espère que vous le voyez, Ah oui. le résultat de vos vos contributions à la question qu'est-ce que vous entendez par le mot sobriété? Pourquoi je le partage? Parce que je vois apparaître quelques mots dans le mot frugalité qui ressort aussi et ça fait le lien avec la présentation suivante. Il y a beaucoup de moi, c'est toujours intéressant. Je pense que c'est des choses qu'on va mettre à disposition aussi. L'évolution en fait de ce nuage de mots depuis 2 ans, franchement, je trouve que ça évolue en fait dans les termes qui sont utilisés. Donc je départage. Voilà, ça, de toute façon, on vous mettra à disposition. Je dis: «Je départage», est-ce que ça fonctionne? J'espère bien. Oui, c'est bon. Très bien, super. Donc Alain, on va vous laisser la parole et on va vous laisser partager votre Alors, je partage.
Voilà. Ouais. Pendant qu'Alain met à l'écran, donc ce qui est Oui, j'ai un pertinent, petit c'est qu'il y a eu plusieurs problème. questions dans le fil de bug conversation partage qui sont en d'écran. lien avec le bâtiment. Ça rejoint bien notre intuition. On voulait terminer cette matinale par des choses un peu plus concrètes, en donnant la parole à Alain, et finalement, on voit que ça rejoint certaines préoccupations des participants. Alain, à vous de jouer. Oui, alors, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que c'est partagé là? Alors non, on ne voit pas la présentation, là, on est sur l'écran noir. C'est bon. C'est bon? Ça y est. C'est bon, parfait. Ok. Oui. Bon, allez. Eh bien, écoutez, encore une fois, bonjour. Difficile d'intervenir après la très riche intervention de Sarah Thiriot et qui a du reste pas mal de points communs avec ce que je vais vous raconter moi. Faire mieux avec moins. Alors, quand avec Philippe Madec et Dominique Gozin-Muller, nous avons écrit le manifeste pour une frugalité heureuse et créative, on a choisi le terme frugalité et non pas le terme sobriété. Pas seulement parce que la question de la sobriété était déjà reprise, notamment sous le terme sobriété heureuse par Pierre Rabhi, mais aussi parce que il y a un sens plus riche, plus complet dans ce terme frugalité que dans le seul terme sobriété. Si je reprends l'étymologie, frugalitas, c'est la bonne récolte de fruits. La bonne récolte de fruits, c'est-à-dire celle qui rassasie la population sans pour autant appauvrir le territoire. Et cette définition, elle est tout à fait intéressante parce qu'on retrouve les différents éléments dont on parle depuis ce matin, rassasier la population, donc c'est bien la question des besoins qui est posée, quels sont les besoins vrais et justes en matière d'alimentation de la population, et sans appauvrir le territoire, c'est bien la question des limites qui sont posées, et là, qui reporte cette question des limites à l'échelle du territoire. C'est-à-dire que c'est sans doute une des grandes différences entre sobriété et frugalité, c'est que la frugalité pose très largement les questions en termes de territoire. J'ai donné sur cette diapo deux citations d'auteurs qui ont réfléchi sur ces questions-là et notamment qui ont mis en avant ce concept d'abondance frugale. Serge Latouche d'un côté, donc qui s'inscrit effectivement dans une perspective de décroissance, et puis Jean-Baptiste de Foucault de l'autre côté, qui pose dans cette citation les deux aspects qui permettent de définir cette abondance frugale. Alors, pour commencer, je vais décliner différents aspects du faire mieux. Et puis ensuite, je parlerai du avec moi. Alors, peut-être qu'une bonne façon de repérer se faire mieux, c'est de se référer à un document qui a été élaboré par la municipalité de Bordeaux, qui est le label Bâtiment frugal bordelais. Donc, qui a été établi sur cette démarche de la frugalité et qui met en avant un certain nombre d'exigences à l'échelle des bâtiments. Là, on se situe très clairement à l'échelle des bâtiments, hein, mais des bâtiments qui sont insérés dans un territoire urbain, donc qui se situent à l'échelle du bâtiment et qui offrent un certain nombre de mieux, de plus, en même temps qu'un certain nombre de
d'exigences sur les caractéristiques du bâtiment. Et parmi ces mieux, donc on retrouve un certain nombre de choses qui ont déjà été abordées ici ce matin, c'est la question de l'offre d'espace supplémentaire qui est rendue possible grâce au partage, grâce à la mutualisation. C'est la question également de l'offre d'espace supplémentaire extérieur à chaque logement, qui est une réflexion très largement issue de ce qu'on a vécu pendant la période du confinement. Donc, c'est un certain nombre de faire mieux à l'échelle du bâtiment. Et puis, il y a le faire mieux à l'échelle du territoire, avec la réflexion sur la cohabitation avec le vivant et toutes les conséquences que ça a sur les utilisateurs, à la fois le plaisir de la promenade, à la fois la question de l'impact de cette végétalisation sur le phénomène îlot de chaleur urbain, donc un problème de qualité des espaces urbains, et puis évidemment la question de la biodiversité, qui est une des grandes questions à résoudre. Faire mieux également à l'échelle du territoire, c'est respecter le cycle de l'eau. Question, vous voyez sur cette diapo différents dispositifs qui sont pris en compte dans ce plan d'urbanisme pour un quartier nouveau et qui prévoit un respect des cycles de l'eau et notamment de la question des inondations. Et on voit bien en ce moment que cette question-là devient une question cruciale et qu'on ne peut réfléchir sur des solutions pour l'avenir sans y intégrer cette question-là. C'est d'une façon plus générale la question du ménagement du territoire et à la frugalité, on utilise beaucoup ce terme de ménagement du territoire parce qu'on a eu un territoire qui a été saccagé, saboté, abîmé, et qu'il a besoin de soins, il a besoin de réhabilitation, lui aussi, à l'échelle de ce territoire. Et puis, c'est également la question de faire mieux à l'échelle de l'économie d'un territoire, privilégier les circuits courts, les filières, les savoir-faire locaux, avec l'exemple sur cette diapositive de l'isolation paille. Et je m'arrêterai là-dessus parce que pour mettre le doigt sur la question suivante, quelles sont les motivations qui peuvent nous amener, je raisonne ici en tant que concepteur, qui peuvent nous amener à faire le choix d'une isolation paille. Donc, il y en a un certain nombre qui sont liés aux caractéristiques techniques, thermiques, etc. de cette isolation. Mais principalement, on pense, parmi ces motivations, à la question de l'intérêt des matériaux biosourcés en tant que matériaux renouvelables, ce qu'on disait, tel qu'on les appelait autrefois, hein, c'est-à-dire des matériaux dont la ressource va être reconstituée à une échelle de temps qui est là de l'ordre de l'année. Hein. Et puis, il y a la motivation de l'impact que le choix de ce matériau va avoir sur une économie locale, avec le circuit court qui va de l'agriculteur au charpentier qui va poser les ballots de paille à l'intérieur de caissons dans son ossature bois, puis ensuite qui va venir mettre ça en œuvre sur le chantier, etc. Et je me suis souvent posé la question sur plein d'opérations, sur quels critères principalement je vais m'appuyer pour choisir ce type de matériaux. Et je pense que très souvent, c'est ce critère de
de développement d'une économie locale solidaire et à circuit court qui l'emporte. Voilà pour résumer cet aspect sur le faire mieux. Je le lis parce que c'est peut-être pas très lisible là-dessus. Enrichi par la frugalité, la sobriété sort de la seule préoccupation énergétique. Une petite coupure de connexion avec Alain. Est-ce que pour ma part, je suis audible? Oui, tout à fait. Oui, on t'entend. Ok, alors je vais, en attendant qu'Alain revienne, je vais à mon tour partager sa présentation, puisqu'il nous l'avait envoyée, puis tenter de me faire son porte-parole, puisqu'on a pas mal échangé sur le sujet. Hop. Est-ce que vous voyez la présentation? Oui, tout à fait. Ouais, ok. Bon, donc on rejoint des éléments que Sarah avait partagés, hein, finalement, sur notamment le donut entre le plancher social et le plafond environnemental. Ah, Alain revient. Alain revient. Alors, donc la notion de frugalité, effectivement, bien au-delà de simplement l'énergie et le carbone, mais concerne l'ensemble des ressources. Alain, est-ce que tu es revenu avec nous? Je suis revenu. Ok, alors je vais si tu veux, je continue à passer les slides. Oui, bah peut-être. Hein, voilà. Je vous ai abandonné à quel moment là? Alors, à ce moment-là. Sur ce slide, d'accord. Voilà. Donc, on passe sur le slide suivant, effectivement. Donc, avec le slide suivant, on aborde la question du avec moins, dans le faire mieux avec moins. Ça me permet de mettre l'accent sur ce qui est sans doute la deuxième grosse différence entre la sobriété telle qu'elle est conçue aujourd'hui et la frugalité, c'est la question de à quoi cette sobriété ou cette frugalité s'applique. Alors, je sais que j'ai affaire dans cette assistance à des gens qui travaillent essentiellement sur la question énergétique, mais attention, l'énergie et le carbone ne sont pas les deux seules préoccupations de la planète. Et dans tous les choix qu'on a à faire, même si il faut faire des choix fondamentaux liés à la question de l'énergie et à la question de l'effet de serre et du carbone, il importe néanmoins de prendre en compte systématiquement dans ses choix les autres préoccupations qu'on peut avoir à l'échelle de la planète, et notamment une de ces préoccupations qui, dans le cadre du manifeste de la frugalité, nous a fortement poussé à écrire ce document, qui est celle de la raréfaction des ressources, de la disparition des ressources dans le monde fini dans lequel nous vivons. Mettre fin au gaspillage de ressources épuisables. Donc, c'est le recours à des matériaux autres que le béton, qui est aujourd'hui quand même le matériau très largement répandu et assez largement majoritaire dans les matériaux qui sont utilisés, et donc les alternatives qui sont à retrouver dans les matériaux géosourcés, la pierre, matériaux géosourcés également la terre crue,
Suivant, ça va être la paille. J'en ai déjà parlé et j'ai notamment abordé la question des différents critères de choix qui se posent pour arriver au choix de ce type de matériaux. Sur le suivant, c'est la question du bambou. Donc, vous voyez quelques exemples de bâtiments qui font appel à d'autres types de matériaux. Et là derrière, c'est bien la question de la ressource. Hein. Vous avez remarqué, ce sont des matériaux dont la ressource est renouvelée à l'échelle, au pire pour le bois, d'une génération. Et puis ensuite, ce qui est apparu sur les dernières années, toujours sur cette question de la ressource, c'est la croissance du réemploi de matériaux après déconstruction et auxquels on donne une seconde vie. Ça, c'était le avec moins au niveau des matériaux. Et puis, il y a le avec moins au niveau des technologies. Avec moins de technologies, pourquoi? Parce que ces technologies complexes sont coûteuses en énergie, elles sont coûteuses en entretien, elles sont coûteuses en maintenance. J'ai mis ici l'image d'une opération de logement à Saint-Nazaire avec Philippe Madec, architecte, sur lequel a été mis en place un système de ventilation naturelle qui est à la fois contrôlé, c'est-à-dire dont les débits sont maîtrisés, et qui est également assisté, c'est-à-dire dont les débits vont être boostés par le vent, notamment quand le moteur du tirage thermique n'est pas suffisant. Vous voyez, comme on le disait précédemment, hein, je reste encore sur la BMC, sur la précédente, les low-tech sont pas forcément des non-tech. Hein. Il y a effectivement, sur des opérations comme celle-là, de la technique, des capteurs, des automates programmables, des moteurs, etc. Donc voilà un exemple de low-tech, et on peut même aller plus loin. Donc là, on peut passer sur la diapo suivante, merci. On peut même aller plus loin, et je m'arrêterai 5 minutes sur la réflexion sur le bâtiment sans machine. On en a un exemple ici, hein, qui est un immeuble de bureau en Autriche, sans VMC, sans climatisation, sans chauffage. Sans aller sur des objectifs aussi extrêmes, je pense par exemple que la réflexion sur la ventilation sans machine, sans VMC, y compris par exemple avec de l'ouverture des fenêtres, ou la question du bâtiment, des solutions au confort d'été par des solutions passives sans climatisation, hein, voilà des objectifs qui relèvent complètement de notre sujet d'aujourd'hui, qui ont déjà fait leurs preuves. Hein. Il y a déjà pas mal de bâtiments qui fonctionnent comme ça et qui ont des conséquences énormes, notamment en matière énergétique, là en l'occurrence. Et puis, sur la diapo suivante, voilà, donc toujours sur la question des ressources, et on est cette fois-ci sur cette idée qui est peut-être paradoxal pour des concepteurs de bâtiments, qui est de dire, eh ben, ne construisons plus et réhabilitons les bâtiments. Hein, donc, le moins de ressources ici passe par le recours à la réhabilitation, à la prise en compte de ce déjà-là, qui a alors là, pour le coup, des conséquences énormes. Il n'y a pas photo, hein, entre d'un côté un choix de réhabilitation et de l'autre côté un choix de déconstruction
plus de reconstruction neuve, il n'y a pas photo, et en termes énergétiques, et en termes de carbone, et en termes de ressources, et en termes de terrain, etc. Voilà, et puis je terminerai par cette diapo avec la définition qui a été apportée dans le GIEC, qui a suivi l'évolution de tout le monde. Hein. Le GIEC ne parlait pas du tout de sobriété pendant des années et des années, et puis petit à petit, c'est rentré dans leurs préoccupations avec cette définition qui pose avec d'autres mots les réflexions qu'avait portées tout à l'heure Sarah Thiriot, et puis l'alerte de Yamina Saheb sur la façon dont on envisage la sobriété dans certains des milieux énergéticiens aujourd'hui. Merci. Bien. Merci Alain. Alors je vais arrêter le partage pour pouvoir reprendre la main sur le fil de conversation et suivre les éventuelles questions qui ont été posées entre-temps. Hop là. Alors il y a plutôt des interventions que des questions qui sont arrivées. Hop là. Alors, donc, si certains participants ont des questions à poser, vous pouvez aussi ouvrir votre micro et la poser en direct, sachant qu'on avait prévu de terminer à 10h30, donc il est 10h31, on est à peu près dans les temps. Voilà, si vous avez des questions sur les beaux projets et les belles approches qu'Alain a présentées, n'hésitez pas. Peut-être, Alain, une question, c'est sur l'approche économique de tous ces sujets-là. Avec votre grande expérience, depuis longtemps, vous pratiquez les maîtres d'ouvrage et vous avez dû affronter, j'imagine, à de multiples occasions ce problème du budget, hein, de l'investissement. Comment ça évolue? Comment vous voyez les choses évoluer par rapport à ça quand vous proposez des solutions ambitieuses au niveau environnemental et écologique, mais peut-être un peu plus coûteuses? Comment vous voyez les choses se passer maintenant? Oui, alors, bon, c'est comme toujours la question du coût de l'innovation. Enfin, c'est une question qui est sans arrêt posée. Je prendrai des cas de figure un peu différents. Sur la question des matériaux, et donc notamment des matériaux alternatifs, biosourcés, géosourcés, etc., on a effectivement un surcoût. Aujourd'hui, on a un surcoût alors, qui est lié au nouveau, qui est lié à l'innovation, qui est lié au fait que ce sont des techniques pour lesquelles les savoir-faire ont plus ou moins disparu, qui ne bénéficient pas des filières industrielles qui amènent effectivement à des économies en termes d'euros, quoi. Hein. Voilà. Donc ça, il y a effectivement un surcoût aujourd'hui. Mais quand je regarde sur le passé, sur ce qui s'est passé au long de ma longue carrière, ce surcoût, je l'ai toujours trouvé dès qu'un produit arrivait sur le marché, un produit nouveau. Et puis, il y en a qui font leur trou, il y en a qui ne font pas leur trou. Et ceux qui font leur trou, eh bien, au bout de quelques années, c'est eux qui faisaient les prix du marché. Donc, je pense que c'est ce qui va se passer sur ces matériaux. On est vraiment dans ce cycle typique de l'innovation. Et puis, il y a d'autres cas de figure en termes de bâtiments frugaux, performants, d'autres cas de figure qui, au contraire, entraînent des sous-coûts. Je citais tout à l'heure une ventilation par ouverture des fenêtres. Bon, même si on rajoute un certain nombre de dispositifs pour aider l'utilisateur à maîtriser les débits, on n'arrivera pas au coût d'une VMC et encore moins d'une VMC double flux telle qu'elle est préconisée
quand on veut régler le problème de la ventilation par les machines. Donc là, on est plutôt sur des sous-coûts. Hein. Voilà. Et puis, dernièrement, pour terminer, c'est très clair. Quand on est sur une opération de logement HLM, on est bien obligé de rentrer dans le cadre des prix classiques. Et donc, ça veut dire que c'est un autre équilibre qu'on va trouver entre les surcoûts qui peuvent être amenés par le recours à certains matériaux et puis des sous-coûts qu'on peut trouver dans d'autres domaines. Merci Alain. Je vous propose de conclure votre intervention sur cette note très positive. Merci aux participants pour votre participation et les questions posées. Marie-Laure, je te donne la parole pour conclure cette matinale. Alors oui, merci beaucoup Alexandre. Alors moi, ce que j'avais envie de vous demander, c'est de répondre à une deuxième question en fait sur WooClap. Donc une question un petit peu plus terre à terre, mais je reviendrai après sur les présentations. On voulait un peu savoir quelles mesures de sobriété avaient été mises en place dans vos organisations ou collectivités durant cette période d'hiver, et donc de retourner sur WooClap avec le même code. Alors WooClap, donc il faut que je vous retape ça. Voilà. Je vous le remets dans le chat. Remis. Voilà, c'est bon. Donc, si vous voulez répondre à cette question tranquillement, vous avez le temps, même si ce n'est pas à la fin, ça nous permettra d'avoir quelques infos sur des mesures. Alors, toutes les mesures ne sont pas listées, mais c'est celles dont on peut se rendre compte soi-même quand on est au bureau. Donc, ça a été vraiment très, très, très riche ce matin, des interventions qui nous ont fait prendre de la hauteur. On en a eu déjà un aperçu un petit peu du bilan, du bilan des opérations plan de sobriété sur ces derniers mois. On voit qu'on est dans la bonne direction. Voilà. Donc, un peu difficile de savoir pour le moment, mais on aura, je pense, des chiffres beaucoup plus complets, c'est prévu, pour savoir ce qui ressort vraiment, ce qui est du ressort de la sobriété, de l'efficacité ou d'autres choses. En tout cas, merci beaucoup Vincent pour ça. Merci Sarah, sur cet éclairage, par rapport, au scénario et par rapport aussi, au ressort, de la sobriété, et merci Alain, pour nous avoir fait voyager dans la frugalité. Ça se complétait très bien tout ça, donc merci beaucoup. Donc ça, c'était une matinale AT2E Île-de-France, organisée en partenariat avec l'AREC et avec le soutien de l'ADEME. Voilà, merci Alexandre pour avoir co-animé avec moi cette matinée. Donc à très très bientôt pour un prochain rendez-vous AT2E Île-de-France. Déjà, on vous enverra les informations sur les prochaines manifestations, et puis également sur les manifestations de l'AREC, à savoir qu'au mois de mai, il y a un atelier sobriété agriculture le 12 mai. Donc on vous enverra aussi de l'info pour une autre approche. Voilà, merci à tous. Merci, très bonne journée à tous.